Imaginez la scène. Un homme de 45 ans, a priori en pleine forme, débarque aux urgences. Il est complètement essoufflé au moindre effort, il est pâle, il dit qu'il a des selles noires, des douleurs à l'estomac depuis une semaine. Les examens tombent et là, le verdict est sans appel. Anémie très sévère. Son taux d'hémoglobine est à 5,8 GDL. Pour donner une idée, la normale, c'est plutôt autour de 13-14. Face à ça, une décision s'impose. La transfusion sanguine. C'est un acte médical qu'on imagine courant, mais qui, en réalité, c'est une véritable prouesse. C'est exactement le mot. On a tendance à banaliser la transfusion, à la voir comme une simple recharge. Oui, on remplit le réservoir et c'est tout. Mais il faut plutôt se la représenter comme une greffe. Une greffe? Oui, une greffe d'un tissu liquide, vivant, qui vient d'une autre personne. Et qui dit greffe, dit complexité immunologique, logistique et un niveau de sécurité absolument drastique. C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On a sous les yeux un chapitre de référence sur la transfusion sanguine. Et on va essayer de décortiquer tout ça ensemble, comprendre ce qui se joue vraiment, de la sélection du donneur jusqu'aux veines du patient. On va voir ce qu'on transfuse exactement, pourquoi on le fait, et surtout, comment on s'assure que cet acte qui sauve des vies ne devienne pas un danger. C'est un parcours fascinant qui est encadré en France par l'Établissement français du sang, l'EFS, et aussi le Centre de transfusion sanguine des armées. Chaque maillon de la chaîne, de la prescription du médecin jusqu'au tout dernier contrôle au lit du malade, est une étape critique. Alors, allons-y, commençons par le début. Le document parle de produits sanguins labiles, les PSL. Labiles, j'imagine que c'est parce qu'ils ne se conservent pas éternellement. C'est ça. Leur durée de vie est limitée. Mais avant même de parler des produits, il faut faire un petit détour par la case immunologie, parce que tout part de là. Les deux systèmes de groupes sanguins que tout le monde connaît de nom, c'est l'ABO et le Rhésus. ABO, oui. A, B, AB et O. Classique. Mais ce qui est dingue avec ce système, si je lis bien, c'est que notre corps naît déjà armé. On a des anticorps naturels prêts à attaquer des groupes sanguins qu'on n'a jamais rencontrés. C'est assez unique en immunologie, ça, non ? Le système immunitaire n'a pas besoin d'un premier contact pour apprendre à rejeter. Il est prêt à le faire dès la naissance. Un sujet du groupe O, par exemple, qui n'a ni antigène A ni B sur ses globules rouges, a dans son plasma des anticorps anti-A et anti-B. Si vous lui transférez du sang A, ces anticorps attaquent immédiatement. C'est une réaction explosive. D'où les fameux concepts de donneur universel pour les globules rouges du groupe O, C'est ça. qui passent partout car elles n'ont pas d'antigène à leur surface, et de receveur universel pour le groupe AB qui, lui, n'a aucun anticorps pour attaquer quoi que ce soit. C'est la logique. Pour le système Rhésus, c'est un peu différent. On parle de Rhésus positif si on a l'antigène D, le plus important. Mais la grande différence avec l'ABO, c'est qu'il n'y a pas d'anticorps naturels anti-D. Ils ne peuvent apparaître qu'après une immunisation, une première transfusion incompatible ou, classiquement, une grossesse où une mère Rhésus négatif porte un bébé Rhésus positif. Ah, d'accord. On parle alors d'anticorps immunes ou irréguliers. C'est pour ça qu'on fait systématiquement une recherche d'agglutinine irrégulière, la fameuse RAI, avant de transfuser, pour traquer ces anticorps qui auraient pu apparaître. Précisément, c'est une ceinture de sécurité indispensable. Maintenant qu'on a ces bases, on peut regarder ce qu'il y a dans les poches. Alors, le document en liste 3 principaux. Le plus célèbre, c'est le concentré de globules rouges, le CGR. On a l'image d'une poche A+ dans nos sources. Elle contient au minimum 40 grammes d'hémoglobine et elle se conserve 42 jours au frigo. C'est le produit phare, oui. Celui qui sert à corriger les anémies, comme chez notre patient. Ensuite, on a les concentrés plaquettaires, les CP. Ils servent quand les plaquettes manquent pour éviter les hémorragies. Et là, la logistique se complique. Conservation de 7 jours seulement, à température ambiante et sous agitation constante. Ça doit être un vrai casse-tête. C'est un flux tendu permanent, on ne peut pas stocker les plaquettes. C'est fou. Enfin, il y a le plasma frais congelé, le PFC. Lui, il est congelé à moins 30 degrés et se garde 1 an. Il contient tous les facteurs de coagulation, essentiels pour stopper les saignements. Ce qui est frappant, c'est le niveau de sécurité. Le document insiste sur le fait que tous ces produits sont déleucocytés. On retire les globules blancs. Pourquoi on fait ça ? Pour 2 raisons majeures. D'abord, réduire le risque de réaction immunitaire du receveur contre ces cellules étrangères. Et ensuite, parce que certains virus, comme le CMV, se cachent dans les globules blancs. C'est une mesure de sécurité virale et immunologique. Et bien sûr, chaque don est soumis à une batterie de tests pour dépister le VIH, les hépatites, la syphilis. Une chose m'a interpellé en lisant. Pour le plasma, les règles de compatibilité ABO s'inversent. Ça, c'est un piège.
Ah, c'est un piège total, mais c'est logique quand on y pense. Pour les globules rouges, on se méfie des antigènes à leur surface. D'accord. Pour le plasma, on se méfie des anticorps qui y flottent. Donc, un sujet du groupe AB, qui est receveur universel pour les globules rouges, parce qu'il n'a pas d'anticorps, eh bien, il devient le donneur universel pour le plasma. Ah oui, bien sûr. Son plasma est vide d'anticorps, anti-A ou anti-B, donc on peut le donner à tout le monde. Et à l'inverse, le groupe O, le donneur universel de globules, a un plasma plein d'anticorps anti-A et anti-B. Et ne peut donc donner son plasma qu'à d'autres O. C'est le genre de détail qui peut avoir des conséquences énormes si on l'oublie. Ça illustre bien la complexité dont vous parliez au début. Exactement, c'est pour ça que la formation est si rigoureuse. Ok, donc on a une vision claire de ces outils, les globules, les plaquettes, le plasma. Mais avoir les outils ne dit pas quand s'en servir. Pour notre patient de 45 ans, qu'est-ce qui fait dire au médecin « maintenant, il faut transfuser » ? J'imagine que ce n'est pas juste le chiffre de 5,8 GDL qui déclenche tout. C'est un des messages les plus importants du document. On ne transfuse pas un chiffre, on transfuse un patient avec des symptômes. La décision dépend de la tolérance clinique à l'anémie. Et cette tolérance est dictée par la vitesse d'installation de l'anémie et les comorbidités, surtout cardiaques. Ce qui veut dire qu'une personne âgée avec une anémie chronique installée sur des mois pourrait très bien supporter un 7 GDL d'hémoglobine sans trop de problèmes. Alors que notre patient dont l'anémie s'est installée en 1 semaine à cause d'un saignement digestif est au bord de l'asphyxie au moindre pas. Son cœur n'a pas eu le temps de s'adapter. Exactement. C'est sa dyspnée, son essoufflement, qui crie le besoin en oxygène et qui impose la transfusion. L'objectif, c'est de rétablir un transport d'oxygène correct pour que ses organes ne souffrent pas. Et dans le cas d'une hémorragie massive, sur un accident de la route par exemple, l'objectif est double, transporter l'oxygène et remplir le réservoir ? C'est ça, restaurer le volume sanguin pour que le cœur puisse continuer à pomper efficacement. Une fois la décision prise, tout est protocolisé. Information du patient, puis la prescription. Le formulaire qu'on a dans les sources est d'une précision redoutable. Et un élément clé, c'est le degré d'urgence. Le document décrit 3. Le plus extrême, c'est l'urgence vitale immédiate. Là, c'est la guerre. Il faut s'imaginer la scène. Le patient arrive en état de choc hémorragique, il se vide de son sang. Il n'y a pas une seconde à perdre pour les analyses. On saisit les poches de sang d'urgence, des CGR de groupe O, souvent résus négatif, et on transfuse immédiatement. La priorité absolue est de le maintenir en vie. Quitte à gérer les complications après. Voilà. Quitte à gérer les éventuelles complications immunologiques plus tard. Ensuite, il y a l'urgence vitale, où on a moins de 30 minutes, et l'urgence relative sous 2 à 3 heures, ce qui est probablement le cas de notre patient. Oui, ça laisse le temps de faire toutes les vérifications. Et ça nous amène au moment le plus solennel et critique de tout le processus. Le contrôle ultime au lit du patient. Juste avant de brancher la poche. Le document est formel. Ce contrôle est obligatoire, non délégable, même dans l'urgence la plus absolue. Absolument. Attendez, ça veut dire qu'après toute la logistique de l'EFS, les analyses en labo, les frigos sécurisés, la toute dernière barrière de sécurité, c'est un test manuel, fait sur un coin de table au pied du lit. C'est à la fois rassurant et un peu terrifiant sur la responsabilité que ça implique. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on insiste tant sur sa rigueur. C'est le rempart humain ultime contre l'erreur de système. Il s'agit de vérifier une dernière fois la concordance parfaite entre l'identité du patient, la prescription médicale et l'étiquette de la poche de sang. Puis, pour les globules rouges, on réalise ce fameux test de Bett-Vincent, qui est illustré sur la carte de contrôle dans nos sources. C'est ce test où on mélange une goutte de sang du patient et une goutte de la poche avec des réactifs ? Oui, on vérifie en direct la compatibilité ABO. Si aucune agglutination inattendue n'apparaît, la conclusion sur la carte est claire et nette. Transfuser. Oui, c'est un acte d'une densité incroyable. Le dernier verrou avant l'irréversible. Un verrou essentiel. Mais on sait que le risque zéro n'existe pas. Malgré toutes ces précautions, des accidents peuvent arriver. Quels sont les signaux d'alerte pendant qu'on reçoit le sang ? Si je comprends bien le document, le message clé pour les soignants est « La paranoïa est votre ami ». Ah oui. Le moindre signe, même anodin en apparence, doit faire stopper la transfusion sur le champ. On parle d'une fièvre qui monte en flèche, de frissons incontrôlables, d'une sensation de malaise, d'une angoisse. Mais aussi de douleurs très spécifiques, le long de la veine perfusée, dans le bas du dos ou dans la poitrine. Ou même des urines qui virent au rouge porto. La première réaction est un réflexe. On clampe la tubulure, on arrête tout. On ne réfléchit pas, on agit. Ensuite seulement, on analyse.
Les complications peuvent être immédiates ou retardées. Les plus graves sont souvent immédiates. Et la plus redoutée, j'imagine, c'est l'accident par incompatibilité ABO, celui que le test de Bevinson est censé empêcher. Il est devenu exceptionnel grâce à ces barrières, car il est toujours le fruit d'une erreur humaine, mais il est potentiellement foudroyant. Il y a aussi le choc bactérien si la poche était contaminée, ce qui est rarissime. Et puis, 2 syndromes qui touchent les poumons et qui ont des acronymes un peu barbares, le TACO et le TARLI. Le TACO, transfusion acute circulatory overload, surcharge circulatoire. Donc là, si je tente une analogie, c'est un problème de plomberie. On a envoyé trop de liquide, trop vite, dans un système fragile, et les poumons sont inondés. C'est une excellente image. C'est un œdème pulmonaire de surcharge. Le TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury, est plus sournois. C'est une réaction immunologique complexe, où des anticorps présents dans le sang du donneur attaquent les cellules des poumons du receveur. Là, c'est une réaction de combat qui crée l'œdème. Heureusement, c'est beaucoup plus rare. Et à côté de ces drames, il y a des incidents plus fréquents et moins graves, comme une simple fièvre ou une éruption cutanée. Oui, les réactions frisson, hyperthermie ou les allergies type urticaire sont les plus courantes. Elles sont généralement bénignes, mais imposent la même conduite à assir. On arrête tout et on évalue. La vignette clinique à la fin du document est vraiment édifiante. Elle met en scène un même patient dans 2 scénarios. Dans le mauvais, après une première gêne thoracique, le soignant se laisse rassurer par un ECG normal et continue la transfusion. Et là, le patient s'aggrave de manière catastrophique. On voit presque le biais cognitif à l'œuvre. Ça ne peut pas être la transfusion, l'ECG est bon. C'est un piège mortel. Dans le bon scénario, face à cette même gêne, le soignant a le réflexe d'arrêter immédiatement la perfusion. Et cet acte simple change tout. Ça sauve probablement la vie du patient. C'est ça permet une prise en charge adaptée. C'est l'illustration parfaite de ce que le document appelle l'hémovigilance. C'est l'essence même de l'hémovigilance, une culture de la surveillance, de la détection précoce, de l'action immédiate, mais aussi de la déclaration de chaque incident, même mineur, pour que le système apprenne et s'améliore en permanence. Si on fait le bilan, ce que cette analyse nous apprend, c'est que la transfusion sanguine n'a rien d'une banale recharge. C'est bien cette transplantation liquide dont vous parliez, un acte médical d'une complexité folle, encadré de A à Z. Et la décision de la faire est clinique, fine, basée sur des symptômes, pas juste sur un chiffre sur une feuille de résultats. C'est la synthèse parfaite. La transfusion moderne est un triomphe de la médecine, mais un triomphe qui exige une vigilance de tous les instants. Pour conclure, le document ouvre une porte sur une notion que je trouve vertigineuse. Le TRIM, pour Transfusion Related Immunomodulation. L'idée qu'une transfusion aurait des effets sur le système immunitaire du receveur. C'est un domaine de recherche en pleine effervescence. L'idée, c'est que recevoir le sang de quelqu'un d'autre, même compatible, ce n'est pas neutre pour notre système immunitaire. Ça pourrait induire une sorte de tolérance, une légère immunosuppression chez le receveur. Donc attendez, on sauve une vie à court terme en corrigeant une anémie, mais on pourrait involontairement baisser un peu la garde immunitaire du patient pour les jours qui suivent, le rendant peut-être plus susceptible aux infections qu'on attrape à l'hôpital. C'est l'une des hypothèses. Cela nous force à peser encore plus finement le rapport bénéfice-risque de chaque transfusion. Et ça nous rappelle une grande leçon d'humilité. Même pour un geste que l'on pratique depuis des décennies, on continue de découvrir la profondeur et la subtilité des interactions biologiques entre un donneur et un receveur. On est loin, très loin d'avoir tout compris.